L'UFC Londres a lieu ce samedi aux heures européennes. En plus du banger déjà analysé entre notre Morgan Charrière et Nathaniel Wood, nous avons une carte débordante de combats intéressants, dont le principal est l'opposition entre l'ancien champion Leon Edwards qui prend un Sean Brady en pleine confiance. L'un vient de perdre son titre et a faim de le récupérer, l'autre est sur 2 belles victoires depuis son unique défaite de sa carrière. L'analyse, c'est maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, main event, Leon Edwards contre Sean Brady. Qu'est-ce qui t'intéresse ici et quelles sont les intrigues pour toi? Principale intrigue, pour moi, ça va être les ajustements de Leon Edwards, particulièrement. Ouais, 100% d'accord. Voilà. Et puis forcément l'intrigue, hein, on est sur un combat, pour moi, entre guillemets, striker contre grappler, donc une opposition de style, donc forcément ça va être l'objet de notre discussion, je pense, et puis la question des ajustements de Leon Edwards pour savoir si ça va passer d'une dimension à l'autre et qui sera capable de pouvoir emmener Usyk le combat. Ouais, et puis il y a aussi l'enjeu, je pense que si on a un vainqueur qui fait une très belle prestation, il se met directement ou se remet directement dans les discussions. Pour le titre, on va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Sean Brady est le 5e contender au ranking UFC et 8e au classement Fight Minds. Il a remporté 17 de ses 18 combats et possède 7 victoires sur 8 apparitions à l'UFC. Il a gagné 8 combats avant la limite avec 5 soumissions et 3 KO, soit 47% de ses victoires. Leon Edwards est le numéro 1 à l'UFC et chez Fight Minds. 22 victoires, 4 défaites et 1 no contest, c'est son palmarès qui, à l'UFC, s'élève à 14 victoires pour 3 défaites et le no contest. 7 KO, 3 soumissions et 11 décisions. Il est à 48% de victoires avant la limite. L'anglais mesure 1m88 et a un hip ratio de 1 tout rond. Il profitera donc d'un avantage de 10 cm en taille et 4 cm d'allonge sur l'américain. Nous sommes sur 2 rythmes complètement différents. Edwards est plus mesuré avec 2.68 frappes qui touchent à la minute contre 4.09 pour son adversaire. Brady obtient 3.49 takedowns par 15 minutes avec un taux de succès à 52%. Ce sera mis à l'épreuve contre la takedown defense à 65% de Leon Edwards. Sean Brady enchaînait sa série d'invincibilité en battant Jake Matthews par soumission au 3e round en 2021, puis Michael Chiesa à la décision unanime. Cette série de 15 victoires a été stoppée net par le champion actuel, Belal Mohamed, par TKO à la fin de la 2e reprise. Sean Brady revient pour soumettre Kelvin Gastelum et pour ensuite dominer Gilbert Burns en septembre 2024. Après avoir battu Nate Diaz en 2021, Leon Edwards créa la surprise sur Kamaru Usman. Il devient champion et défend ce titre à la décision sur son 3e combat contre Usman. Il dominera ensuite Colby Covington avant de perdre la ceinture contre Belal Mohamed en juillet dernier. Comme d'habitude, on a fait un petit demande à notre communauté de pronostiquer. Sur 2400 votes, gros échantillon, on a 77% qui voient une victoire de Leon Edwards. Je voyais tes yeux qui partaient un peu sur le côté, genre 77% pour qui? Parce qu'on a déjà un peu échangé sur les codes de Paris avant d'enregistrer. Et on garde ça pour la fin, on était tous les deux légèrement surpris. Ah bon, on a échangé? Pardon? On a échangé? Bon, vite fait, tu m'as envoyé un message et j'ai dit ouais, moi aussi. Ah, j'ai pas vu ta réponse. Ah ben voilà, vous voyez comment c'est d'échanger avec Brian sur WhatsApp. Donc, Sean Brady, on va commencer par lui, hein, comme d'habitude, on commence par l'underdog de Fight Minds. Donc la question qu'on avait sur lui, c'était sa capacité à combattre sur 5 rounds. Face à Burns, il a montré qu'il était très bon sur 25 minutes aussi. Il est droitier, c'est évidemment un grappleur de base, tu en as parlé pendant ton intérêt / intrigue. Excellente ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il possède une victoire sur Craig Jones au Fury en 2021, c'est pas rien. Je crois d'ailleurs que c'est le seul combattant MMA qui a une victoire sur Craig Jones ou qui même ne s'est pas fait soumettre par ce dernier. En MMA, voilà, en MMA et debout, il est droitier, plutôt de type boxeur avec une posture assez basse. Il bosse en combinaison, sans mettre trop de puissance dans les frappes. Sa boxe est complémentée à des low kicks, quelques switch middle. Défensivement,
Il cherche plutôt à désengager ou à lutter réactivement. Il est capable de lutter à l'ouvert comme à la cage. Et au sol, voilà, tout est très bon. Hein. Positionnement, frappe, menace de soumission, transition. C'est vraiment son monde. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en lumière chez Sean Brady? Sur Sean Brady, alors ce que j'aimerais mettre en lumière, donc dans les points positifs, je pense que tu les as dit. Je trouve que sur ces combinaisons, on a quand même pas mal de blitz, tu vois, des attaques en ligne assez explosifs qui sont partis pour son avantage, entre guillemets, sur certains combats, notamment contre Burns. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Par contre, j'ai quelques points négatifs, moi, pas mal en fait. Pas mal, ok. Ouais, étonnamment. J'ai deux axes d'amélioration, mais vas-y, je te laisse partir dessus. Alors, moi, ce que j'ai noté, alors peut-être que parce que je l'ai pris un petit peu comme si j'étais du coin de Leon Edwards pour noter un petit peu tous les espaces où il y a quelque chose à faire. Donc, dans sa manière de boxer, je trouve qu'il travaille beaucoup en ligne, qu'il combine beaucoup en ligne. Alors, bien évidemment, il va faire des blitz très rapides qui peuvent fonctionner, mais sinon, il a tendance à faire ses combinaisons tout droit et puis un peu à s'arrêter, tu vois. Ouais. Et donc là, il se fait souvent connecter après une combinaison 2-3 coups. Il reste dans l'axe. Il a tendance aussi à désengager en ligne. On le voit sortir, voilà, toujours en ligne. Bon, ça, c'est des classiques. C'est logique hein, sur des combattants où leur spécialité c'est plutôt le sol et le grappling. Ils ont des bonnes combinaisons, ils savent boxer relativement bien, mais dès que tu vas un tout petit peu plus loin, il leur manque ce genre de choses, quoi. Donc ça c'est la première chose que j'ai vue. La deuxième chose c'est qu'il accepte la pression, qu'il accepte de boxer dans le couloir de la mort, on va dire, tu vois. En dehors de la ligne noire, en dehors de la ligne noire qui est tracée sur l'octogone. Ouais. Voilà, donc ça c'est des choses, même s'il n'y a pas de pression en face, vous pouvez le voir avancer, puis faire un petit pas de retrait. Alors qu'il n'y avait aucune raison de faire un pas de retrait, et de lui-même, il va reculer. Donc ça c'est le deuxième point où j'étais assez étonné. Sur sa lutte, alors il a une lutte relativement bonne, mais ça dépend en fonction des adversaires. Donc à l'ouvert, je le trouve plutôt pas mal sur tout ce qui est power double leg, tu vois, les blasts, etc. Il rentre plutôt bien. Par contre, à la cage, je trouve que ça peut être difficile parfois, tu vois. Notamment contre Belal. Alors, je me rappelle plus de Belal, mais contre Burns, je sais plus combien de takedowns il a tenté, mais c'est... Je crois qu'il en réussit 7 sur 17, si j'ai pas de bêtises. 7 sur 17, ouais, c'est ça, 7 sur 17. Donc, c'est... Alors, voilà, il faut noter que Gilbert Burns, franchement, pour le mettre au sol, c'est extrêmement compliqué, je pense. En termes de scramble, il est sur ce combat-là, il m'a rappelé aussi pourquoi il avait fait un aussi beau combat face à Chimaev. C'est parce que pour le mettre sur son dos, pour le mettre au sol, c'est une véritable galère. Mais au-delà de ça, Brady, ça reste quand même, il n'a pas de schéma offensif, tu vois. Il va mettre un underhook relativement faible. Hein, on l'a vu se faire pousser, sortir complètement, tu vois. Donc pour moi, c'est pas le top. Par contre, une fois au sol, dès que ça touche le sol, le schéma offensif est plutôt pas mal. Ses prises de dos sont vraiment très bonnes. Maintenant, sur sa capacité à soumettre, dans le dos, je trouve que c'est pas encore trop ça, tu vois. Il s'installe bien dans le dos. Oui. La capacité à aller finaliser une fois qu'il est dans le dos, c'est pas lui l'expert, quoi. Non, on n'est pas sur du Pantoja, quoi. Exactement. Voilà. Après, c'est clair que des fois, je vais peut-être comparer avec ce qui se fait le mieux, tu vois, forcément. Alors, en même temps, il a un souhait d'être champion, donc tu dois, dans ton analyse, tu dois avoir des standards élevés. Donc, forcément, des standards élevés contre un ancien champion, hein, contre Leon Edwards, on va en parler. Et c'est pour ça aussi que je parle de ces détails-là, c'est que contre Leon Edwards, ça va être... c'est pas du niveau de Pantoja, il n'y a pas de système offensif dans le dos pour soumettre, où tu sais que le gars est vraiment calé. Il a un bon contrôle, donc ça va être intéressant pour en discuter. Ça veut dire que s'il prend le dos, ça va être difficile d'en sortir. Et donc s'il prend le dos, là, en règle générale, il prend le round. C'est une réalité. Ouais, je pense qu'il y a un seul exemple où il a le dos et il le perd, c'est contre Gastelum. Et pour moi, on en avait déjà discuté sur la dernière fois qu'on a fait l'analyse de Sean Brady. Pour moi, c'est Gastelum qui fait un excellent taf pour sortir. Et voilà, Gastelum aussi fait partie de ces combattants qui sont relativement difficiles à maintenir au sol.
très dans le scramble, voilà, avec pas mal d'options de sortie. Ouais. Et sachant que Gastelum, moi je le trouve, enfin voilà, je pense que c'était pas une opposition très élevée, tu vois, à ce moment-là du combat. Donc voilà, donc ça c'est les petits points un peu négatifs sur sa lutte. Sur le debout aussi, on peut voir que sur les sorties de clinch, il peut se faire toucher. Ouais. Donc on a, voilà, dans la manière de combattre debout, tu as ce que toi tu es capable de faire. Donc il va faire des combinaisons un peu comme au pads, donc on peut les noter. Tu vois, moi j'avais noté que effectivement il a ses jabs, ses low kicks. Il va faire dans les combinaisons 3-2-3, donc crochet, direct arrière crochet, du 1-2-1, donc 1-2-1, 1-2-3, donc c'est gauche-droite-gauche, tout simplement. Il y a une combinaison qu'il utilise que j'aime bien, c'est le... je donne les chiffres, hein, mais le 3-4-5, donc ça veut dire crochet avant, crochet arrière, et l'uppercut avant. Okay, il le fait sans changer de garde, et il l'a fait aussi une fois en changeant de garde. Ouais. Donc ça, c'était pas mal du tout, j'aime bien. Mais c'est des combinaisons où on voit que le gars, il bosse au pass, sans trop de répondants. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé, il en oublie qu'il a un adversaire qui peut lui envoyer une frappe. Et il exploite très très peu. Son coach lui met même pas une tarte derrière, quoi. Exactement. Mais il exploite très très peu les réponses adverses. Ouais. Donc normalement, tu vas envoyer ton 1, 2, 3, et puis tu t'imagines qu'il va y avoir un coup, donc tu fais un petit pas de retrait pour recombiner derrière, tu vois. Ça, il l'a pas encore sur son striking. Ouais, je pense que c'est ce que tu voulais mettre en lumière quand tu disais qu'il y avait... there are levels to this game. Tu vois, et il est Exactement. un peu sur les premiers niveaux, c'est je suis capable de combiner, mes combinaisons sont propres, mais il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de layer, comme ils disent en anglais. Donc, c'est j'attaque, j'ai fini, et ma séquence est terminée ici. Il n'y a pas de j'attends ta réponse et je capitalise dessus. Et parfois, je reste un peu en face. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus le classer dans un striker d'élite, tu vois. Non. C'est un bon combattant, bon striker, très agréable à regarder. Mais face à un striker d'élite, il y a des petits points qui vont être exploités. Voilà. Exact. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'ai vu. Ok. Ouais, je pense. Hein. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Moi, j'ai un point à rajouter, c'est que bon, il a ses middle, switch middle, et il a ses low kicks, mais au-delà de ça, en boxe en tout cas, il me semble être un headhunter, donc il chasse la tête. Il n'y a pas beaucoup de travail au corps, surtout pas avec son anglaise. Exactement. Et ça peut lui manquer aussi. Et ça fait peut-être partie de l'étage suivant, du layer suivant de son pied-point. Alors, si tu regardes sur les stats, c'est plus équilibré, mais c'est parce que, comme tu l'as dit, il y a les kicks. Voilà. Donc, les kicks, il va travailler aux jambes. Donc, il a un bon ratio de frappe aux jambes avec ses low kicks. Un ratio correct au corps, mais qui est inférieur grâce au middle. Et sinon, effectivement, c'est un headhunter. Voilà. Ok, on a fait un très bon profil de Sean Brady. On va passer à celui de Leon Edwards après avoir remercié notre sponsor principal. Leon Edwards. Ha tellement fort, mais tellement frustrant. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le décrire. Excellentissime même striker, gaucher, bon debout à toutes les distances, roi de la gestion de la distance, je dirais même, dangereux au clinch, très difficile à amener et à maintenir au sol. Mais, ça c'est mon avis, je sens qu'il peut faire mieux que ce qu'il montre. Ce qui est bizarre à dire pour un gars qui a eu la ceinture, qui l'a défendu dans cette grosse division, et qui n'a qu'une seule défaite depuis 2016 en 14 combats. Par contre, voilà, que ce soit lui ou son frère Fabian, j'ai cette impression qu'ils ne font que le strict minimum et ça peut se retourner contre eux. Ça s'est déjà retourné contre eux, récemment dans les deux cas, contre Eblen pour le frère et contre Belal Mohamed, ici récemment pour Leon Edwards. Et malgré tout, j'ai pas l'impression qu'ils changent de rapproche. J'ai pas l'impression qu'ils se remettent en question par rapport aux combats compliqués ou aux défaites qu'ils ont eues. Ils reviennent toujours avec ce même schéma de ouais, on est très fort, mais on fait le strict minimum parce que pourquoi faire plus? Ouais, écoute, oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être reproché à Leon Edwards de pouvoir pas forcément faire le maximum ou pour finaliser ou pour prendre clairement les rounds avec des combats parfois où on voit qu'il y a l'espace. Je suis d'accord. Par contre, où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que je trouve sur le dernier combat de Leon Edwards contre Belal Mohamed, moi je trouve que Leon Edwards en a fait un peu trop. Un peu trop, ok. Mais alors, pas un peu trop dans le sens, dans la direction où on l'aurait souhaité. Je trouve qu'il en a fait un peu trop dans la dimension du grappling et de la lutte.
Il a Ouais, donc voulu échanger. pas sur son schéma de victoire, quoi. Voilà, il a voulu échanger, il a voulu prouver quelque chose. C'est une théorie, hein. En lutte et en grappling, et on le voit chercher un double leg sur Belal, on le voit chercher à grappler, ce genre de choses, et accepter de se mettre dos à la cage quasiment, tu vois. Ouais, en fait, tu sais quoi, maintenant que tu me dis ça, que tu dis ça, tu en avais parlé avant le combat, Leon Edwards contre Belal. Tu avais parlé de cette séquence entre Leon Edwards et Colby Covington, où Colby essaye d'amener Edwards au sol. Ouais. Edwards défend bien et contre en lutte et l'amène au sol. Et effectivement, je pense qu'on s'est tous dit, waouh, magnifique, enfin, quel statement. Exact. Et toi, tu étais revenu un peu sur le choix. Tu dis, ok, ça a fonctionné, mais le choix est pas spécialement idéal, dans le sens où c'est pas son choix de victoire. C'est pas un choix qui reflète une volonté de juste gagner. C'était plus un choix d'ego. Alors c'est passé très bien, mais c'est super marrant. Je fais un aparté. Nicolas Hoth m'a envoyé un livre qui s'appelle Thinking in Bets donc en Paris. Et le premier chapitre est là-dessus, c'est la distinction entre la qualité de ta décision et le résultat. De temps en temps, tu peux faire une mauvaise décision et ça amène à un bon résultat. De temps en temps, tu peux prendre une bonne décision qui amène à un mauvais résultat. Et en fait, après que l'action se soit passée, tout le monde est noir ou blanc. Tout le monde est en mode, c'était un mauvais choix, c'était un mauvais ou un bon choix. Parce que tu as vu ce qui est arrivé. Mais la réalité, c'est que tu dois faire la distinction entre les deux, parce que là, c'était notamment un mauvais choix, avec un bon résultat. Et donc après, tout le monde dit, oh, c'était magnifique. Certes, c'était magnifique, mais c'était pas spécialement un bon indicateur sur sa capacité à faire les bons choix dans un combat. Eh ben, je pense, exactement. Et tu vois, moi, ça m'arrive souvent à l'entraînement d'expliquer surtout en termes de grappling, la question des choix. Pourquoi je préférais que mes élèves attaquent de telle manière, telle soumission. Je leur dis effectivement, ça va peut-être passer à l'entraînement, vous l'aurez peut-être en début de combat, mais vous devez voir plus loin. Plus le niveau va monter, et moins il y aura de probabilité que ça fonctionne. Et donc moi, je veux que ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Et donc votre choix, même s'il ne fonctionne pas à chaque fois, au début surtout, eh bien à la fin, il fonctionnera. Ouais. Là, tu vois, par exemple, hier soir, avec les enfants, je leur demande d'attaquer la single leg, qui est pour moi la mise au sol la plus difficile, surtout quand tu as un enfant. Parce que voilà, il y a la compréhension, il y a le poids, la musculature n'est pas développée. Mais je sais que actuellement, celui qui travaille le plus ses attaques en single leg, hier il a attaqué peut-être une dizaine de fois, il a réussi une seule fois sur 10. Je sais que dans 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou quand il sera adulte, il sera impossible à... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il aura fait le choix le plus difficile, mais sur le long terme, ça va payer. Et là, en tout cas, pour en revenir à Leon Edwards, ce choix-là, effectivement, on le voit, ça a payé à ce niveau face à un gars, enfin voilà, qui est un peu mais sur une la fois fin. Que t'es sur la fin, mais une fois que tu passes à un Belal Mohamed, c'était absolument pas le choix à faire. Voilà, exactement. Et ça, tu peux le repérer très rapidement. Donc, très intéressant ton livre, tu me donneras la référence. Ah ben voilà, mais donc on va tous les deux remercier Nicolas. Bref, pour l'histoire, il est tombé sur le titre d'un livre, il a demandé à Grog d'en faire un résumé, et apparemment, enfin, le résumé lui a fait penser à moi, donc il m'a envoyé le résumé sur Grog. Chouette. Ça m'a motivé, et on l'a tous les deux acheté, on l'a tous les deux reçu dimanche, et donc voilà, j'ai commencé à lire, et franchement, ça a l'air très intéressant. Donc, premier chapitre très intéressant. En gros, c'est une ancienne joueuse de poker professionnelle, et donc en poker, apparemment, ça s'appelle resulting, c'est pouvoir dissocier le choix du résultat, parce que de temps en temps tu vas faire un bon choix stratégique en faisant un all-in, mais ça dépend encore de 2 cartes, et statistiquement tu devais gagner, sauf que tu as de la malchance sur les 2 dernières cartes. Et en fait ça explique que notre cerveau veut se croire dans un monde ordonné et certain, alors que la réalité c'est qu'on est dans un monde chaotique où effectivement la chance joue une grosse partie de la direction de notre vie, quoi. Donc très, très intéressant, je t'enverrai la ref. Top. Ok, donc pour finir sur Leon Edwards, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc les forces, clairement, elles sont dans ses compétences techniques, parce que techniquement, il est exceptionnel, je pense. Ses faiblesses sont plus dans son mental, son ego, son approche du MMA par rapport à ses compétences. C'est pas facile à décrire, mais c'est comme ça que je vois un peu les ouvertures chez Leon Edwards. C'est plus, il y a un côté un peu trop passif. Malgré qu'il a des opportunités d'être plus entreprenant. Je décrirais ça comme ça.
Ouais, peut-être. Bah, Leon Edwards, pour le décrire, on en a parlé, mais vraiment striker d'élite. Il Ouais, nous a montré que la défense en lutte, il était très au point, sauf sur son dernier combat, mais précédemment, il a quand même affronté des très bons grappleurs, contre Ousmane. dont Gunnar Nelson qui revient aussi ce week-end. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, en déjouant un petit peu les pronostics. Euh, mais effectivement, ses forces, en tout cas ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là, tu as l'impression il les exploite pas de moins en moins, Mhm. mais en tout cas, il continue pas à progresser sur ses forces. À un Ouais. endroit où on pourrait s'attendre à ce qu'il... Enfin, à ce niveau-là, je pense qu'il doit revenir sur ce qui a fait son succès, tu vois. À 100%. Et encore une fois, à ce niveau-là, tu dois te réinventer aussi. Ça, c'est une réalité. Aussi, C'est ouais. quand quelqu'un a montré un blueprint, Mm. il peut plus être existant par la suite parce que sinon, les autres vont savoir l'exploiter, tout Tout simplement. à Et fait. justement, Ouais. le combat ici contre Sean Brady est peut-être un meilleur choix. Enfin, c'est pas vraiment son choix, mais Brady est une meilleure option pour montrer qu'il a progressé que ne l'était Jack Della Maddalena. Je pense que s'il avait Ah affronté oui. Jack Della Maddalena, ça aurait été un banger de combat, on l'aurait tous kiffé, mais ça n'aurait pas illustré s'il avait bossé sur ce qui lui a posé problème contre Belal. Alors qu'ici, il a vraiment l'opportunité de dire, ok, je reviens pour ma ceinture, même si Belal l'a encore, j'ai quelque chose à proposer dans cette trilogie. Ouais, entièrement d'accord. Alors, je n'ai que deux Factor X dont j'aimerais qu'on discute, peut-être que tu en as d'autres. Donc, Leon Edwards qui publiquement justifie sa défaite par une excuse plutôt que des raisons. Il met ça sur l'heure du combat. Et alors, le Euh, côté semi-short notice aussi. Ça, c'était juste après le combat? Non, encore hier. Alors, il l'a fait juste après le combat. Il l'a fait dans une interview sur sa chaîne il y a un mois et demi. Et hier, il est passé chez Ok. Ariel Elwani ou avant-hier. Et c'est resté la même chose. Donc, vraiment, il met sa défaite. Donc, il Contre trouve le Belal. combat serré. Il trouve le combat serré contre Belal. Et il dit que l'heure du combat a vraiment affecté sa prestation. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que moi aussi, hein, quand je dors pas beaucoup, j'ai tendance à à me mettre dos à la cage pour boxer et à rester un peu félin sur mon dos. Il rigole, Non, mais c'est voilà. abusé de dire ça. Ce qui m'ennuie là, c'est que l'heure de combat Je me était. prends beaucoup de double leg aussi quand je suis fatigué. Non, mais c'est abusé de dire ça, franchement. Ouais, mais vraiment, et c'est ça en fait. Ah non. Il y a une vraie distinction à faire entre raison et excuse. Et pour moi, ça, c'est une excuse. La raison, c'est que soit tu as manqué de professionnalisme dans ta préparation, parce que tu savais à l'avance que le combat était de nuit, donc il y avait des moyens, surtout que tu es le main event, donc tu peux mettre en Ouais, place quand les bien éléments même. pour pouvoir être performant à 5 heures du matin. Et de l'autre côté, même ce que tu as vu dans la cage, Bah, techniquement, ouais, c'était des erreurs techniques qu'il y a eu, hein. ouais, T'as parlé de fainéantise, entre guillemets, ou qui était pas paresseux, tu vois, mais il faisait un peu le minimum. C'est qu'à partir du deuxième ou troisième qu'il a commencé à défendre les double legs, tu vois. ouais, exact, exact. Et en fait, c'est ça qui me pose problème, c'est que ce que Bellal a exploité, c'était des chemins qu'on a pu voir dans d'autres combats de Lyon. Ah C'est pas ouais, quelque ouais, chose qui est apparu soudainement dans ce combat-là où on a dit. du tout. Je pense qu'après le combat, enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu des gens dire c'était pas le Leon Edwards qu'on a vu ailleurs. Tout le monde a juste dit belle prestation de Bellal qui a exploité Ah les bah, bien ouvertures tout sûr. simplement. Ouais. Bien Donc sûr. voilà. Après, c'est vrai que quand tu le regardes maintenant, moi, en le regardant, je me suis dit quand même que c'était pas le Leon Edwards que j'avais en tête, tu vois, dans sa manière de défendre, dans sa manière de surprendre l'adversité. Là, Bah, ouais. Après, tu vois, pour refaire un lien avec un autre de ses combats, contre Ousmane, leur deuxième combat, donc quand il met le high kick, il fatigue beaucoup plus vite que Ousmane, c'était en altitude. Donc pour moi, il y a un problème dans sa préparation. hmm, Parce que là, il sort un coup de maître contre Ousmane, mais il était parti pour perdre, et il aurait probablement mis sa défaite sur le fait que l'altitude a ruiné ouais, t'as sa raison. prestation, tu vois. Hmm. Donc je pense qu'on est vraiment sur ce genre de profil, ce qui est rare au niveau de l'élite, qui va se rassurer derrière une excuse plutôt que évaluer les raisons. Et ça, je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord avec ça, que Ouais, c'est très difficile de réussir avec un profil qui trouve des excuses à ce qui lui arrive plutôt qu'à comprendre les raisons pour travailler dessus. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. ouais, je comprends. Alors bon, pour contrebalancer, on a eu une superbe interview de son coach de grappling MMA, tu te rappelles?
Ouais. qui intellectualise beaucoup les approches, Ouais. et notamment, par exemple, je ne doute pas, s'il travaille toujours avec lui, qu'il va être très insatisfait du combat que Leon Edwards a fait, et qu'il va étudier et revoir avec Leon Edwards tous les points où il aurait dû enfin voilà, être plus actif pour pouvoir défendre, pour pouvoir avoir de l'espace pour sortir, tu vois. Ouais. Donc je ne doute pas que ça sera contrebalancé, s'ils sont toujours ensemble, bien évidemment, et si on ne connaît pas Leon Edwards à l'entraînement non plus, tu vois. Bah, en Est-ce tout cas, qu'il il est, écoute il est bien? toujours à Team Renegade, donc j'imagine qu'ils bossent Ouais. encore ensemble. Voilà, donc, Et je pense qu'il écoute relativement bien. J'ai l'impression, en tout cas. Donc, voilà. Ouais, voilà, parfait. C'est un facteur X où moi j'ai mon inquiétude, mais tu arrives un peu à rassurer vers le. C'est potentiellement pas si négatif que ouais, ça. ou peut-être à me rassurer, moi. Ou te rassurer, tu vois, si tu as déjà pensé à mettre tes unités, on va dire ça comme ça. L'autre facteur X, c'est Sean Brady qui remplace JDM. Alors moi, je considère pas vraiment ça comme un gros facteur X pour deux raisons. Ça remonte quand même il y a un mois, donc c'est pour ça que j'ai dit semi-short notice, on n'est pas sur du gros short notice. Et le dernier combat de Brady était déjà sur 5 rounds. Donc voilà, je pense... Voilà, je considère pas vraiment ça comme un facteur X qui va pencher d'un côté comme de l'autre, mais ça méritait quand même d'être noté. Ouais, non, je pense pas que ça jouera énormément. Ça aurait été beaucoup plus court le temps, peut-être, mais là, effectivement, pour moi, ça le sera pas. Ok, le cœur de l'épisode, les game plans, juste après ça. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100€ en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Sean Brady. Il n'a pas encore affronté de striker d'élite à l'UFC. L'argument, ce serait peut-être Kelvin Gastelum comme meilleur striker de ses précédents adversaires sous la bannière de l'UFC. Face à Kelvin, il a lutté. Certains diront que Belal lui a fait du taf debout. Il a tenté 5 takedowns en 2 rounds sur Belal. Et Burns est dangereux debout. Il a tapé 7 takedowns sur 17 tentés. Donc pour moi, c'est un bon indicateur. Sean Brady est un gars qui vient pour travailler dans son chemin de victoire. Au début du podcast, tu parlais que tu voyais, avais envie de voir ça comme une opposition de style. On a dit, Sean Brady a une bonne boxe, pas au niveau élite. Donc ici, il doit aborder le combat comme une opposition de style. Il s'est fait taper par la réincarnation de Canelo, hein, quand même. Il n'y a aucune honte à ça. Belal l'a outstriké, tu vois. Et lui a mis une leçon de boxe anglaise. Ouais, en même temps, si c'est la réincarnation de Canelo, ça peut que se comprendre. En tout cas, sa boxe, c'est la réincarnation de Canelo, ça c'est sûr. Bref. Quel Canelo? Ni Bon, du coup, les chemins de victoire de Sean Brady, mais justement, quand on parle de Belal, est-ce qu'il doit s'inspirer de la victoire de Belal Mohamed pour l'emporter contre Leon Edwards ici? Ouais. 100%. Je pense que effectivement Brady doit vraiment s'inspirer de ce qu'a fait Belal, en partant quand même du principe que Leon Edwards va proposer un peu plus de résistance, tu vois. Donc pour moi, il va devoir travailler quand même sur à peu près les mêmes entrées. On va voir si ça passe sur les mêmes entrées qu'a fait Belal. Donc tout ce qui est double leg, en allant chercher le grip juste sous les fesses. Ouais. À la cage, puis tirer, ça a très très bien fonctionné, et être capable d'enchaîner. Donc on a vu qu'après dans la défense, Belal était capable de passer en body lock, donc de monter au corps, que là par contre ça devient extrêmement compliqué de mettre au sol un Leon Edwards qui est très très bon dans cette position, moi je trouve, il sort très très bien, il garde bien son équilibre, mais on a quand même un Belal qui a su trouver des ouvertures avec un knee tap ou ce genre de choses. Je pense qu'il doit soit avoir vraiment travaillé ses enchaînements, soit être capable de reboxer pour re-shooter en double leg, tu vois. En tout cas, il doit avoir un schéma offensif qui est bien travaillé sur la matière qu'on a sur Edwards. Ouais. Clairement. Je pense pas qu'il doit aller trop à l'ouvert. On a un boxeur, ça va être compliqué à l'ouvert quand même. Après, il n'y aura pas beaucoup à l'ouvert parce que je crois que Leon Edwards va être sur son pied arrière proche de la cage. Mais c'est pas ça. Non, mais pour moi, c'est un peu ça. C'est effectivement du côté de Brady, il y a une question justement qui va montrer s'il progresse.
c'est cette gestion de l'espace. T'en as parlé. Il va avancer et puis il va faire un pas de recul qui fait pas de sens, ou il va combiner puis il va s'arrêter soudainement. Ici, clairement, si tu observes les derniers combats de Leon Edwards, c'est pas trop compliqué en soi de lui mettre la pression et de le cadrer. Et si tu arrives à le faire, ça veut dire qu'il y a peu d'espace derrière Edwards. Donc quand tu shootes, tu es directement à la cage. Donc tu n'as pas besoin vraiment de beaucoup shooter à l'ouvert. À l'ouvert, je pense que c'est très compliqué d'amener Edwards au sol. Et on l'a vu, hein, le système défensif de Edwards, c'est de directement séparer les mains et venir travailler les poignets. Il a très très bien fait contre Ousmane. Donc comme tu l'as dit, c'est shooter pour directement venir derrière les fesses, parce que là, tu sais plus séparer les mains, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Si ça fonctionne le système défensif qu'il devra faire et qu'on aura sûrement du côté de Leon Edwards, c'est de se retourner pour attaquer le grip, tout simplement. Donc une fois que tu es saisi sous les fesses avec un grip, tu changes tes jambes de côté pour te retourner complètement et avoir le grip devant toi. Et l'ouvrir, puis refaire face. C'est ce qu'avait fait Burns, je crois. Mais Burns avait bossé comme ça, mais c'est le truc classique. Et donc, quand tu connais la défense adverse, tu sais qu'il y a de fortes chances que Leon Edwards fasse ça, eh bien, tu vas travailler sur ton chaining vis-à-vis de ça. Donc, comme l'a fait Belal, hein. Tu pars sur un high crutch, sur la jambe arrière, du coup, tu soulèves et puis il va tomber sur sa tête. Ouais, par exemple, il y en a plusieurs. Mais je me rappelle que Belal... Donc, tu peux aller chercher le grapevine, là, tu vois, là. Ce qu'il fait régulièrement, Brady, donc d'aller enrouler avec sa propre jambe la jambe de l'adversaire qui est de dos à la cage, qui est quasi retournée. Puis après, tu déloques tes mains et après, tu peux revenir avec un seat belt où tu peux aller chercher le contrôle poignet de l'autre côté, tu vois, par exemple. Donc, il y a quand même un système qu'il pourra développer sur ce truc-là. Donc, le double leg sous les fesses. S'il y a défense, bodylock, moi je suis pas très très fan parce qu'on a quand même un Leon Edwards qui est vraiment vraiment fort et qui pourrait utiliser ses coudes, ses clinches, ça reste compliqué. Par contre, si on a un Leon Edwards qui se retourne pour casser le grip, le travail pour la prise de dos, et on sait que Brady est vraiment fort là-dessus, quoi. En tout cas, une fois qu'il sera installé dans le dos au sol, ça va être extrêmement compliqué pour Leon Edwards de sortir. Donc il devra avoir son schéma offensif de préparer. Et une fois que c'est au sol, moi j'avais noté, parce que autant du côté de Brady, il a des finishes au sol, hein, c'est pas ça. Hein. Il a le arm triangle contre Kelvin Gastelum, contre Jake Matthews aussi. Kimura, non, pardon, c'est un Kimura. C'est arm triangle contre Jake Matthews, guillotine contre Aguilera. Mais voilà, il y a quand même pas mal de décisions. Hein. Et donc contre Leon Edwards, tu sais que ça va être difficile de l'amener au sol. Tu sais que tant que c'est pas au sol, c'est dangereux. Donc une fois que tu l'amènes au sol, tu dois vraiment avoir ce côté safe. Il faut prendre les positions, être patient, garder le minimum d'activité pour pas se faire relever par l'arbitre, mais sans ouvrir la... Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de Nutrimuscle. Nutrimuscle a depuis 1993 une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients requis. Par exemple, leur whey nature n'a qu'un seul ingrédient, leur créatine n'a qu'un seul ingrédient, leur collagène n'a qu'un seul ingrédient. Et c'est tout. Nutrimuscle a une large gamme de produits qui permettent de répondre à chacun de vos objectifs, d'optimiser votre santé en général, à maximiser les performances sportives en passant par la prise de masse ou la sèche, tout y est. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction de 5% via notre code NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Le champion actuel, pour moi, il doit être plus actif, il doit travailler un maximum au kicking range dans ce combat contre Sean Brady, parce qu'il est plus grand et il a des meilleurs kicks, tout simplement. Piquer avec des tips, des middle, contrer sur les entrées, recomposer au clinch sur les entrées en lutte, les punir et sortir, comme il l'a fait contre Gunnar Nelson. Il est très bon dans ce schéma-là, et s'imposer au centre. Ça, c'est vraiment le truc, c'est être plus volontaire sur c'est moi qui prends le centre, ou en tout cas, j'ai de l'espace derrière moi. Bah écoute, oui, sur Leon Edwards, pour moi, il doit garder le combat debout. Donc j'ai noté, garder le combat debout, ne pas chercher à concurrencer la lutte et le grappling. Prendre le centre, mettre la pression, ne pas se retrouver dans le couloir extérieur, donc désengager, reprendre. Si désengage, on a déjà vu, comment il s'appelle, on a déjà vu Brady suivre, tu vois, et donc il peut désengager, on est en garde ouverte, il pourrait aller avec son bras arrière pour pouvoir toucher, enfin ce genre de combinaison, ça peut bien fonctionner.
Moi, je serais sur ce combat, je serais contre sa cross-guard. Donc, on l'a vu utiliser la cross-guard face à Belal, et je vous en ai parlé. Brady, 3-4-5, ouais. Le 3-4 et le 5, et on a vu les uppercuts que Belal a passé sur la cross-guard. Ça va pas être bon, hein. Et puis c'est pareil, une cross-guard, c'est sympa, tu vois, ça défend bien, mais pas quand t'es dos à la cage, parce que quand t'es comme ça, tu défends pas les double legs, tu vois. Tes bras, ils sont vraiment, vraiment loin. Donc, t'es à l'ouvert, tu dois sortir, tu mets un cross-guard pour défendre. D'accord, sans problème. Comme l'a fait Max Holloway, c'est très dérangeant, c'est très intéressant. Mais dos à la cage, non, mon ami. Bah ouais, tu t'es pris des uppercuts et des doubles, hein, ça c'est d'office, quoi. Et alors, surtout, ouais, pas se retrouver sur le pied arrière, dos à la cage. Ça va être essentiel. Mais Claire. Sinon, je te rejoins, les kicks, la distance, les middle, les feintes, beaucoup de feintes face à un combattant où on sait que sa grande force, c'est la lutte et le grappling. Au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener, il va avoir des surréactions sur les feintes, et ça doit être exploité. Et si Leon Edwards est le striker d'élite qu'on s'imagine qu'il est, il doit être capable de le punir seulement, voire de le mettre KO au fur et à mesure des rounds. Ça, c'est sûr. Je sors de la discussion, mais tu viens de me faire penser à un truc, parce que tu as dit feinte et Edwards. Et promis, c'est pas une blague, c'est pas un bête jeu de mots. Ouais. Mais je sais plus si c'était avec toi ou avec Donovan, ou tous les deux. On était à une des trilogies du Cage Warriors. Et donc, on était sur place. Aucun de toi, enfin, ni toi ni Donovan ne combattiez le jeudi. Donc le jeudi, il y avait tous les combattants qui étaient à l'hôtel, et on regardait les combats sur notre téléphone. Et je pense que du coup, moi, je regardais sur UFC Fight Pass, et je pense que la table où il y avait Jay Herbert et Leon Edwards, ils regardaient sur BBC ou un truc comme ça. Et donc on était légèrement avant eux. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et donc on s'est rendu compte qu'on voyait le combat genre 10 secondes, enfin on avait 10 secondes d'avance sur eux. Et donc c'était un de leurs partenaires d'entraînement qui combattait. Et donc, à un moment, elle a rien à voir, on a fait « Oh !» Mais il s'était rien passé. Et donc, eux, ils étaient là « Oh putain, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, ils étaient méga attentifs à l'écran. Et en fait, ça va jusqu'à la fin du round. Et voilà, donc, on a feinté Leon Edwards et Jay Herbert parce qu'ils ont vraiment pété un plomb. Genre, je crois qu'il y en a même un de chez eux qui est venu chez nous pour essayer de voir ce qui s'était passé. Mais je crois que c'était avec Donovan que j'avais fait ça. Ok, ça va. Donc, Leon Edwards, il fonctionne bien aux feintes, ça va. Voilà, on va le dire exactement. À Sean Brady. Selon notre sponsor principal, oui, Sean Brady est le favori. Il est donné à 1,61 contre 2,20 pour Leon Edwards. En pourcentage, cela représente presque un 60-40 pour l'Américain. Tu m'as envoyé un message hier, donc la question que j'avais préparée, c'est est-ce une cote qui reflète ton analyse? Hier, tu m'as envoyé un message en disant Leon Edwards, underdog, point d'interrogation, point d'exclamation. Ça te surprend un peu? Sur le narratif, oui. Enfin, sur le combattant, oui. Donc, moi, comme ça, tu m'aurais demandé sans rien regarder, surtout sur leur dernier combat, j'aurais vu Leon Edwards favori avec une capacité à défendre Sean Brady et à lui mettre de la pression. Puis, c'est clair que maintenant, en regardant les deux derniers combats des deux combattants, je vois deux scénarios possibles et j'ai peur d'avoir du mal à faire confiance à Leon Edwards, malgré la qualité de ses coachs, tu vois. Ouais. Par contre, clairement, Sean Brady, je ne sais pas du tout s'il va arriver avec un game plan ni quoi que ce soit, mais il a montré en tout cas qu'il irait sur son chemin de victoire, qu'il était capable d'échanger, et voilà, un Leon Edwards, c'est pas un sniper qui t'éteint dès que tu laisses le moindre espace, tu vois. Non. Ça va être un gars qui va construire, mais pas toucher aussi facilement. Donc là, je comprends un peu plus les cotes. J'étais quand même assez étonné que ce soit aussi important. J'aurais plutôt été sur une sorte de pick-em, donc un 50-50. Mais effectivement, si tu pars du principe qu'en MMA, souvent, lutteur-grappleur est capable de pouvoir s'imposer, que Sean Brady il a déjà affronté des grands gauchers qui n'était pas du tout au niveau de Leon Edwards, mais il s'en est relativement bien sorti. Et par contre, Leon Edwards, quand il a affronté un boxeur, lutteur, grappleur, tu vois, eh bien là, c'était très, très compliqué. Tu vois. Ouais. Pendant que tu parlais, je regardais aussi les cotes d'ouverture. C'était plus proche du 50-50.
Donc, disons que ça a ouvert à 53-47 pour Brady, et l'argent est rentré sur Brady. Donc je pense qu'on est là-dessus, hein. On est vraiment sur, effectivement au début on peut se dire non, ça devrait être assez équilibré, et en fait quand on étudie, quand les parieurs ont commencé un peu à étudier ou à regarder les tournures du combat, ils se sont dit mais non, mais Sean Brady pourrait bien prendre ce combat-là, quoi. Donc ouais, mais c'est ça en fait. Moi, c'est un peu. J'ai parlé de mon prono. Je trouve que le prono est difficile parce que selon moi, Edwards a toutes les cartes pour s'imposer. De l'autre côté, j'aime pas pronostiquer lorsqu'il y a une incertitude et sur la stratégie et surtout sur l'aspect mental d'un combattant. Donc ici, je vois complètement Brady pouvoir s'imposer parce qu'il est plus entreprenant dans le combat. Et donc je suis un peu perdu dans mon prono pour ça. J'ai l'impression que effectivement, si tu parles pure compétence, je penche Edwards. Tu vois, skill for skill. Mais voilà, mes inquiétudes font que je dois presque me positionner sur Brady. Tu vois, je suis presque à pronostiquer Brady. Et c'est pas une question d'analyse technique, c'est vraiment une question de Edwards ne me rassure pas dans sa capacité à devenir une version 2 de lui-même suite à cette défaite. Et ouais, sur l'aspect stratégique, je sais pas s'il aura mis en place des éléments, comme tu l'as dit, son coin est très cérébral et tout, mais on a déjà vu des coins très cérébraux, mais ça suit pas chez les combattants, tu vois. Non, c'est pas automatique. Donc voilà, je pense que sur le prono, j'aime me positionner du côté de Brady, même si voilà un Edwards qui vient bien en place mentalement avec une approche stratégique. Je pense que Brady pourrait quasi rien faire contre la version optimale de Leon Edwards est très difficile à battre, en fait, je vais le dire comme ça. Ouais, bah écoute, moi c'est un peu la même, hein. C'est on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui me rassurent pas du tout. Et puis alors, on n'en a pas parlé, mais même sur l'opposition, tu vois. Donc au début, je me suis dit, ouais, Sean Brady, son opposition pour arriver là, c'était pas non plus incroyable, quoi. Et puis après, j'ai regardé l'opposition de Leon Edwards sur ses dernières victoires. On peut pas dire que c'était des gars qui étaient en pleine ascension, quoi. Non. Donc il y a rien. Il n'y a rien non plus qui rassure, entre guillemets, même dans l'opposition, même sur le truc. Donc moi, je suis un peu comme toi. Moi, en tout cas, on en parlera jeudi, mais je vais regarder autre chose qu'un vainqueur sur les cotes. Ouais, vraiment. Comme on l'a dit, ça peut... En fait, ça se rapproche d'un 50-50, mais tu peux voir des chemins de victoire où l'un domine complètement l'autre, et c'est dépendant de certains éléments sur lesquels on n'a aucune vue, aucun contrôle. Ouais, clairement. On pourrait très très bien voir à nouveau un high kick KO de Leon Edwards qui aura travaillé, qui aura sapé le corps, qui aura été capable d'utiliser son jab, mettre de la pression, rester que debout, faire le combat qu'on attend, clairement. Ouais. Et envoyer cet high kick sur une défense de Sean Brady et le mettre KO, et puis voilà, le spécial à la fin, clac, machin, tu vois. Mais de l'autre côté, je peux voir aussi, il se met sur son pied arrière, on sait pas trop ce qu'il veut, et puis un Sean Brady qui fait le taf, qui le met au sol, qui reproduit ce qu'a fait Belal, pas d'ajustement du côté de Leon Edwards. Et puis voilà, beaucoup de fans de Sean Brady qui diront ouais, je vous l'avais dit, tu vois. Exact. C'est un peu ça. Tous les scénarios sont possibles et quelque chose d'assez serré qui reflète un peu plus le 50-50. Les deux scénarios pour moi sont possibles. Ouais. D'autres me paraissent un peu moins probables, tu vois. Un truc plus disputé, c'est moins probable selon toi? Alors si, ça peut l'être avec des rounds qui vont jouer sur le effective grappling, effective striking. Ouais, c'est ça. Ouais. Le côté serré de ce combat, c'est un Leon Edwards qui gagne bien les échanges debout, mais qui se fait amener au sol, et après t'es là, tu fais sur quoi je penche, quoi. Ouais, clairement. En tout cas, moi, c'est préférence. Ouais, vas-y. Préférence. Ouais. Moi, elle est chelou, peut-être que tu vas te caler à la mienne. Moi, elle est assez bizarre. Donc, je veux juste voir une version d'Edwards qui match son réel potentiel. Qui gagne, ça m'importe moins. Si Brady bat une version améliorée de Edwards, impressionnant, je kiffe. Si on voit un Edwards 2.0 qui bat Brady, impressionnant, je kiffe. Donc, j'ai pas une préférence sur qui gagne. Et c'est vraiment, je sais qu'on lui rentre dedans sur Edwards, mais encore une fois, on le rappelle, hein, le mec est ancien champion, il veut récupérer son titre. On se doit d'avoir des standards très élevés sur notre analyse pour Edwards. Et donc voilà, pour moi, je veux juste un Edwards où je me dis, ok, il a bossé. Et après, qui gagne, peu importe, parce que ça aurait été impressionnant.
Écoute, moi, j'ai pas réellement de préférence. J'ai pas réellement de préférence sur ce combat-là. Parce que dans la catégorie pour les combats à venir, je pense qu'il y a pas mal de combats qui m'intéressent. Ouais. Et Victoire comme défaite pour l'un comme pour l'autre. Voilà, victoire comme défaite. Il y a pas mal de combats qui fonctionnent, donc ça m'intéresse bien. Leon Edwards, s'il l'emporte, une revanche contre Belal, enfin un troisième combat. Bon, en tout cas, s'il nous montre des améliorations qui nous feraient, qui nous intrigueraient pour une trilogie avec Belal, moi je dis pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors ça va peut-être, ouais. Ou bien, là où on en est maintenant, si Edwards gagne, j'aimerais le voir encore gagner un autre combat avant de prendre un title shot. Oui, voilà. Après, c'est vrai que Sean Brady, une belle progression avec tous les petits défauts que moi j'ai repérés, qui fasse un vrai beau combat parfait. Bon, bah voilà, hein, ça serait aussi très très plaisant, clairement. Hein, parce qu'au-delà de ça, Sean Brady, il a un style assez sympathique quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, il est chouette à voir. Hein. Il est chouette à regarder. Il manque un petit peu de finish. Il manque un petit truc. C'est pas grand-chose, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, mais on pourrait le voir là dans les prochaines années à ce qu'il puisse monter dans le classement et proposer des très très bons combats, tu vois. Notamment contre Jacques Della Maddalena, j'aimerais bien le voir. On te rappelle, on avait fait l'analyse de ce combat et pendant qu'on faisait l'analyse, il a été annulé. Donc on avait posté quand même l'analyse, mais on a failli avoir ce combat. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'il faut être patient, tu vois. Je pense qu'on pourrait avoir un jour ce combat-là avec deux combattants bien plus avancés qu'ils ne l'étaient au moment où ça devait se faire. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Mais j'aimerais voir ce combat-là, clairement. À fond, vraiment. Allez, comme d'hab, on boit notre petit coup et on passe au reste de la carte. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oco Europe. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €. Soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oco Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Brian, tu en as déjà parlé, tu as teasé notre audience. Jeudi, nous analyserons bien le reste de la carte principale sous l'angle des codes de Paris. Du coup, pour cette fin de podcast, on va juste parler de la prelims. Qu'est-ce qui attire ton regard en sous-carte? Écoute, moi dans la prelims, moi je vais regarder. Alors il y en a plusieurs qui m'intéressent en prelims. Forcément, je vais regarder les 61. Donc Lofran contre Nathan Fletcher. Nathan Fletcher contre qui que j'avais combattu et contre qui j'avais perdu. Donc ça, c'est un combat qui m'a intéressé, même si je pense que Nathan va le battre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, pour ceux qui connaissent ni l'un ni l'autre, enfin, Lofran, vous le connaissez parce qu'il a combattu contre Taylor Lapillus à Paris. C'est un combat qui, si le timing avait été différent, aurait été un title fight au Cage Warriors. C'est vrai. Hein. Parce que Nathan Fletcher a eu son title fight suite au combat contre toi, je pense. Ouais. Lofran a été champion du Cage Warriors, donc voilà, sur 2 années d'écart, le combat entre deux aurait eu lieu. Sauf qu'ici, ils ont tous les deux le statut d'athlète UFC et la confiance que ça peut leur donner parce qu'ils ont tous les deux une victoire à l'UFC. Donc c'est un peu genre un title fight Cage Warriors version améliorée qu'on va avoir entre eux. Ouais, clairement. Donc ça va être un des combats qui m'intéresse. Donc après voilà, hein, ce qui est intéressant sur ce genre de Fight Night, c'est qu'on connaît quand même pas mal de combattants qui étaient notamment au Cage Warriors. Donc il y a Christian Leroy Duncan, j'ai envie de voir comment il va rebondir, je crois. Son dernier combat, c'est contre Grégory Rodriguez, c'est possible? Ouais, c'est ça. Ouais, alors là, je suis allé voir son palmarès hier, il est à 3-2 à l'UFC, donc il a 5 combats à l'UFC. Je suis méga surpris, il n'a pas encore un bonus à l'UFC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CLD, donc Christian Leroy Duncan, si vous avez le temps, allez voir ces 7 combats au Cage Warriors. Ça ressemble à 7 performances qui méritent des bonus performances ou Fight of the Night. Vraiment, c'est pas une perte de temps d'aller voir ce qu'il a proposé au Cage Warriors avant de signer à l'UFC, parce que
C'est pépite de chez pépite. Donc ça pourrait être pas mal, surtout qu'il est sur un adversaire, je pense, où il est assez favori. Ouais, effectivement. Donc ça va être un combat que je vais regarder. Et puis bien évidemment, je crois que le combat qui m'intéresse le plus, c'est l'honneur. Hein. Ah ouais. Dans la prélim, l'honneur Kavanagh qui représente la Chine, si je dis pas de bêtises, mais qui est anglais. Hein, C'est ça. Ancien du Cage Warriors. Qui a pris un autre prospect au Dana White Contender Series. C'était genre le banger de la saison, je pense, ce combat-là. Ouais. Et il a déjà confirmé avec ses débuts UFC. Et il prend Felipe Dos Santos. Il est super bon, Felipe Dos Santos, mais l'UFC lui fait aucun cadeau. Le mec a fait ses débuts contre Manel Kape. Et son troisième combat, il a pris André Lima, qui vient de faire une super performance le week-end passé. Et maintenant, il prend Kavanagh. Un autre gros prospect invaincu, mais là franchement on a un combat hors top 15 qui va ressembler à un combat bien ancré dans le top 15 hein. En termes de niveau, belle opposition, Kavanagh contre Dos Santos, vraiment. Ah ouais, non, ça va être assez incroyable. Et puis, mais il a pas eu non plus beaucoup de cadeaux, l'honneur Kavanagh. Il roule sur la concurrence. Il a été construit à la dure, hein, le mec. Ah ouais, il roule sur la concurrence, mais franchement, il a affronté, alors bon, son deuxième, enfin quoique. Premier combat pro 0-0, il était à 0-0 normal. Deuxième combat pro, il affrontait un gars qui avait déjà 16 combats, tu vois, qui était en négatif, mais quand même 16 combats. 1-0, 1-0. 4-0 quand il arrive au Cage Warriors. Il affronte Sean Marcos da Silva. J'imagine qu'il y en a pas mal qui connaissent pas, mais franchement, c'est un gars qui est arrivé au Cage Warriors, qui a bien choqué. Ouais. Tu vois qui c'est ? Ouais. Franchement, il est bon. Je crois que j'avais commenté d'ailleurs ce combat-là. Ouais, donc ça, c'était un combat complètement incroyable. Et puis, directement Contender Series. Non, ça, c'est vraiment le combat qui m'intéresse peut-être qui m'intéresse clairement le plus sur les prélims. Ouais, mais moi, d'office, je voulais terminer par celui-là pour vraiment lancer le truc. Je trouve aussi que le tout premier combat de la soirée, on a Guram Kutateladze. Ouais. C'est le meilleur combattant, le moins bien classé. C'est comme ça que je le décris. Le mec est pas bien classé, mais il est super bon, quoi. Et alors, on a un Brésilien agressif en face de lui, donc on va très très bien ouvrir la carte, mais comme tu le dis, l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier combat de la prélim, hein. Je pense l'honneur contre Dos Santos. Ouais. C'est une pépite de combat. Les gars, manquez pas ça. Vraiment, manquez pas ça. Brian, merci. On se retrouve jeudi. Et voilà, comme on vous l'a dit, hein, ce superbe événement du début à la fin, parce que vous avez vu le nombre de combats qu'on met en avant pour les prelims, et on a une belle carte principale aussi. C'est aux heures européennes. Ça commence à 18h, si je dis pas de bêtises, pour la France, pour regarder ça en toute légalité. Ça se passe sur RMC. Donc, on vous laisse sur notre petite vidéo d'affiliation. Brian, merci. À très vite. Ciao tout le monde. Pour regarder cet événement et tous les UFC cette année, pay-per-view compris, c'est sur RMC Sport. Leur Fight Pass vous donne également accès au KSW, à l'Hexagone et plus encore. Avec un engagement à l'année, vous avez ce pass pour 19 € par mois seulement. Cela vous permet de regarder les événements en direct et de facilement les retrouver en différé. On vous invite à utiliser notre lien en description pour aider notre chaîne lorsque vous prenez votre abonnement.